Bon, ben, Jean-Yves Fagon, tu n'as pas le rôle le plus simple parce que quand même tout le monde dit et répète qu'on ne peut plus continuer avec les mêmes règles. Mais comme nous sommes entre nous, j'ai quand même une petite question indiscrète à te poser. Est-ce qu'il y a, quand vous avez fixé le prix du Sophos-Puir, des clauses secrètes ou pas? Ah ben, il y a évidemment des clauses, oui. Même, et toi, ça ne te choque pas, qu'y compris sur le prix du médicament, Mais alors que c'est la collectivité qui le paye, il y a des clauses secrètes que... Mais c'est la collectivité qui est remboursée avec les clauses, puisque ces clauses sont versées à l'assurance maladie. Des clauses? Bien sûr. Donc, vous voyez, la démocratie sanitaire a encore quelques progrès à faire. À toi alors, comment faire? On peut, juste 3 minutes de Sophos-Buvir, puis après peut-être de la prospective, parce qu'effectivement, les difficultés sont devant nous. Donc, j'ai entendu et oui, excuse-moi, je ne t'ai pas présenté, donc tu es vice-président du comité économique, il s'appelle toujours, oui, comité économique des produits de santé, dont une des fonctions est de fixer le prix des médicaments. Oui, c'est sa fonction essentielle d'ailleurs de fixer le prix des médicaments, puisque un médicament ne peut être inscrit et donc mis sur le marché qu'une fois que le prix est fixé. Et c'est une différence fondamentale avec un certain nombre de pays qui ont été cités, puisque dans beaucoup de pays, le prix est libre et c'est donc l'industriel qui fixe un prix, le médicament est mis sur le marché, et ensuite, éventuellement, il y a des réévaluations de ce prix. En France, le prix est d'abord fixé avant que le malade ne soit inscrit. Et il faut savoir que la particularité française, c'est que ce prix résulte d'une négociation entre le comité économique des produits de santé et l'industriel. Et j'ai beaucoup entendu, là, ce que j'ai entendu depuis maintenant 8 mois, c'est-à-dire comment essayer de faire autrement que ce système-là, en montrant ses muscles, en étant dans une logique de bras de fer avec les industriels. Moi, je suis... pas du tout opposé à ce système, sauf que ce n'est pas celui qui existe en France aujourd'hui. Donc le système aujourd'hui, c'est un mode conventionnel et un médicament doit, le prix est fixé à l'issue d'une longue, en l'occurrence, négociation. Ça a un certain nombre d'avantages, ça a un certain nombre d'inconvénients. Les inconvénients ont été assez bien décrits. L'avantage, je vais vous dire aujourd'hui, que notre pays n'a refusé l'inscription d'aucun médicament innovant. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, ce n'est pas le cas de l'Angleterre, ce n'est pas le cas de l'Espagne et ce n'est pas le cas de l'Italie. Aucune molécule innovante n'est pas entrée sur le marché français depuis plusieurs années. Deuxième avantage de notre système, c'est l'ATU, puisque un des problèmes, c'est qu'on met parfois un peu de temps à fixer le prix d'un médicament, et donc pendant ce temps-là, puisqu'il n'est pas inscrit, les malades ne pourraient ne pas bénéficier de ces traitements. Or, il y a un système qui est un système d'ATU qui, sous réserve d'une régulation peut-être un peu plus précise qu'aujourd'hui, permet aux patients de bénéficier de ce traitement. Et chose très importante, puisque je suis là pour parler essentiellement d'économie, le prix de l'ATU est effectivement libre, mais un texte récent fait que, une fois que nous avons au CEPS fixé le prix, la différence de prix entre le prix libre qu'a fixé le laboratoire et le prix que le CEPS a fixé, ce delta est remboursé par l'industriel pendant toute la durée de l'ATU et de la suite de l'ATU. Donc ça aussi, ça retourne dans les caisses de l'assurance maladie. Alors donc au mois de septembre-octobre, une molécule arrive, et puis à ce moment-là, on a eu la chance de lire, je ne sais pas, 150 papiers dans la presse, là, y compris la meilleure de France, des déclarations péremptoires de plein de gens nous expliquant comment il fallait faire, et des avis très intéressants d'experts, puisque en lisant les avis d'experts, il y avait à peu près tout qui a été dit. Il faut traiter tout le monde, il ne faut pas traiter tout le monde, il faut ne traiter qu'une sous-catégorie, puis une autre sous-catégorie. Ok, donc tout ça a été intéressant, et la somme de tout ça ne permettait pas de nous aider réellement dans une prise de décision, et donc nous en sommes restés sur quelques principes dès le mois de septembre, mais heureusement les hépatologues nous avaient un peu aidés, déjà avec la vague précédente des médicaments de l'hépatite, c'est-à-dire la vague 2011, hein, des médicaments qui étaient un peu moins bonne qualité, mais qui déjà avaient apporté un vrai traitement pour certains patients.
On avait donc les principes suivants pour mettre sur le marché et fixer le prix, en l'occurrence du sofosbuvir. 1, nous savions parfaitement bien que les bithérapies puis les trithérapies, c'était le vrai traitement, et que le sofosbuvir tout seul allait avoir une durée de vie très courte, et que donc le prix, on ne le fixait que pour une durée de vie très courte. Deuxièmement, qu'il ne fallait pas compromettre par ce prix le prix d'autres médicaments qui allaient arriver ensuite, soit pour être associés au sofosbuvir, soit le médicament de Gilead lui-même qui était une association, puis les trithérapies qui vont arriver. Et puis maintenant, on sait que dans les 3 ans qui viennent, une dizaine de nouvelles molécules vont arriver pour le traitement de l'hépatite C. Et donc, on savait que le prix que nous allions fixer allait être d'extrêmement courte durée, puisque, évidemment, à l'arrivée d'un nouveau médicament, il y a à fixer le prix du nouveau, puis on révise le prix de l'ancien, et surtout le prix de l'association de l'un avec l'autre. Et donc, toute cette mécanique-là, nous en étions bien conscients quand nous avons fixé le prix du sofosbuvir. Et puis ensuite, il y a eu toute une mécanique qui est que dans les règles du jeu qui conditionnent le fonctionnement du comité économique, nous devons, pour des molécules réellement innovantes et réellement efficaces, respecter les prix européens. Et donc nous avons affiché un prix qui a été là aussi affiché sur les diapositives, un prix compatible, même si c'est le plus bas d'Europe, un prix compatible avec les prix européens d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie et de l'Espagne. Et par là-dessus sont arrivées la question que tu as posée tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement un certain nombre de clauses. Alors je vais vous donner quelques clauses très simples. Il y a des clauses de volume qui fait qu'à partir d'une certaine barre, le remboursement est quasi total. Deuxièmement, il y a une clause très simple qui est que tout le monde est traité pour une durée de traitement de 12 mois et que si le malade reçoit 24 mois de traitement, c'est un point important, 2 semaines, pardon. Oui, c'est un point que vous avez souligné à plusieurs reprises. Eh bien, le coût de 24 semaines, c'est le coût de 12 semaines. C'est retour, absolument. Et puis, il y a un certain nombre d'autres clauses qui font que le prix réel est très significativement inférieur au prix facial. Alors, on peut évidemment contester cette absence de transparence. C'est aujourd'hui la règle du jeu et la règle que les industriels sur laquelle les industriels aujourd'hui n'accepteront pas de lâcher le fait que soit rendu public le prix réel. Si vos efforts font que cet écueil est levé, il n'y aura pas de problème, le CEPS publiera toutes les clauses et vous arriverez à calculer très facilement le prix réel. Le dernier point, c'est qu'à l'occasion du PLFSS 2015, il y a un texte qui a été ajouté, qui a limité donc à 450 millions pour l'année 2014 et à 700 millions d'euros pour l'année 2015 les dépenses de l'ensemble des laboratoires pour le traitement de l'hépatite C ne pouvaient pas dépasser et donc payaient une taxe au-delà de 450 millions pour l'année dernière et au-delà de 700 millions pour cette année, qui est une dernière sécurité qui fait que l'assurance maladie ne dépensera pas plus que ça pour traiter l'ensemble des malades. Et de fait, ces bornes sont très largement dépassées. Elles ont été dépassées en 2014 et elles seront très largement dépassées en 2015 si on est sur la cadence des 3 premiers mois. Et donc, vous allez assez rapidement voir que tout ça est basé sur ce que beaucoup de gens nous ont dit, c'est que nous devrons traiter tout le monde et que pour l'instant, traiter entre 17 500 et 22 000 malades par an la première année et l'équivalent la deuxième et la troisième année était quelque chose qui avait une logique médicale, c'est en tous les cas ce que beaucoup d'experts nous ont dit. On est aujourd'hui très au-delà de ces chiffres dans la prescription réelle auprès des patients, alors que bon nombre de mes chers collègues nous avaient dit que c'était techniquement impossible de traiter ces malades parce que les consultations, les locaux, etc. ne le permettaient pas, sauf que la réalité, c'est bien qu'un nombre très important de malades sont traités pour finalement un coût pour l'assurance maladie qui ne dépasse pas les chiffres que je vous ai donnés. Voilà la situation d'aujourd'hui. On est en train de fixer le prix des trois, donc de Harvoni, l'association de Gilead, de la molécule de BMS et de la molécule de Janssen, et puis
très vite derrière, nous allons avoir les prix nous aurons à fixer les prix des molécules de AbbVie, et avec ça, on aura fini la première vague et nous attendrons la deuxième vague des 10 médicaments. Et tout ça va évidemment évoluer dans le temps très vite avec des baisses de prix qui vont survenir tout au cours des prochains mois dans le traitement de l'hépatite C. Voilà pour l'hépatite, je répondrai aux questions que vous souhaitez. Pour le reste et la cancérologie, c'est beaucoup plus préoccupant. Ce qui vient d'être décrit est évidemment exact, puisque c'est un vrai spécialiste qui nous en parle, c'est-à-dire la segmentation de pathologies par des toutes petites populations. Et évidemment, ça va être une très grande difficulté pour nous de retrouver un moyen de fixer des prix, ou alors peut-être finalement de fixer un prix. Et moi, je suis fondamentalement convaincu aujourd'hui que le travail du CEPS, c'est-à-dire de fixer le prix d'une boîte de médicaments, plus nous allons avancer, plus on va se rendre compte que ce n'est pas possible, qu'il va falloir trouver des financements de segments thérapeutiques ou de parcours de soins, mais qu'il sera impossible de continuer à fixer, indépendamment de tout l'environnement, le prix d'une boîte qui va perdre une bonne partie de son sens. Il va donc falloir, et je le confirme, travailler sur comment trouver le mode de financement d'un segment thérapeutique. Par exemple, dans le cancer du poumon, qui est un assez bon exemple, on sait que des molécules arrivent, on sait qu'elles sont efficaces. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de faire une dépense la plus rationnelle possible de l'argent de notre communauté pour que ces médicaments rentrent sur le marché français, comme ça a toujours été le cas jusqu'à présent. Eh bien, c'était très intéressant.